Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le 18-19 en collaboration avec ses partenaires. Alors j'espère que vous m'entendez bien. En cas de souci avec le son, j'ai indiqué dans le chat deux liens pour vous aider à régler les problèmes. Donc voilà, j'espère que tout est OK au niveau technique. Et donc je vais juste prendre quelques mots pour me présenter. Donc je m'appelle Catherine Ivankiv et non pas Victoria comme indiqué en dessous de ma webcam. Je travaille pour le 18-19 qui est le point de contact régional pour les entrepreneurs qui recherchent de l'information et de l'orientation. Alors dans le cadre du coronavirus, on est vraiment le point de contact qui centralise et qui peut communiquer aux entreprises et aux indépendants les mesures d'aide et les directives liées à la crise. En dehors de ça, on est évidemment à votre disposition pour vous, vous orienter et vous conseiller dans vos démarches de création d'un nouveau projet ou de développement de votre entreprise existante. Alors, durant cette semaine thématique, avec nos partenaires, on a voulu aborder différents sujets pour vous aider à rebondir face aux difficultés que vous rencontrez de toute évidence durant cette crise. Cette crise, elle est vraiment inédite en termes d'impact sur notre économie. Et donc voilà, ici c'est le dernier jour de la semaine thématique. Si vous n'avez pas pu assister aux autres webinaires, il faut savoir qu'on les mettra en replay sur la chaîne YouTube du 18-19. Ce sera sans doute fait d'ici la fin de la semaine. Et par rapport à la présentation de ce matin, vous recevrez également les slides par email. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Trigot, qui est avocate spécialisée en droit immobilier, et on va aborder la thématique des baux commerciaux et des baux de bureaux et des possibilités, voilà, en cas de difficulté de renégociation. Alors je vais donc lui laisser la parole. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on terminera la séance par un question-réponse. Donc on a déjà pris connaissance des questions que vous avez posées lors de votre inscription. Il y a beaucoup de sujets qui seront abordés. Certains sujets, par contre, n'étaient pas vraiment dans le thème. Donc, par exemple, si vous avez des questions sur les aides, les primes de la région qui peuvent vous aider en cas de difficulté financière, là, je vous invite plutôt à contacter le 18-19 par téléphone du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Là, vous pourrez vraiment être orienté en fonction de votre situation. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur, comme je le disais, sur la question des baux dans ce contexte de coronavirus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations pratico-pratiques. Donc, je me répète, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat durant le webinaire. Si vous voulez aller plus loin sur un sujet ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été abordé, on prendra vraiment le temps d'y répondre avec notre oratrice. Voilà, bon webinaire. Aurélie, je vais te repasser la main. Merci Catherine. Voilà, bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinaire spécifique aux baux commerciaux et de bureaux. Alors, le présent webinaire, il va s'atteler en deux parties. En fait, la première partie, on va un petit peu revenir sur les droits, les obligations, ce qu'il en est en fait du droit, puisque certaines des questions portent un petit peu sur qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de mon bailleur et comment je peux le faire. Et la deuxième partie va porter vraiment sur comment et de quelle façon donc je peux essayer de renégocier mon bail commercial ou de bureau. Alors, vous l'avez certainement lu dans la presse ou sans doute entendu, les théoriciens en droit des obligations donc, sont sortis par rapport à la crise qui nous occupe et on fait prévaloir en fait la force majeure. Vous avez peut-être entendu parler, c'est de la théorie des risques. La théorie des risques est donc basée sur la force majeure. La force majeure, c'est un événement qui est insurmontable et même imprévisible, qui est indépendant de la volonté du débiteur et qui l'empêche en fait d'exécuter ses obligations. C'est indépendant puisqu'il ne peut pas y avoir de notion de faute et celui-ci doit se montrer malgré tout diligent. Alors, la force majeure, elle entraîne quoi? Elle entraîne une suspension des obligations ou une extinction des obligations en fonction, évidemment, de l'effet que peut avoir la force majeure sur le bail. Alors, par rapport au commerce et au confinement, quelles sont les dispositions légales qui vous concernent?
Donc, c'est l'arrêté ministériel qui porte des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus et qui dit les magasins et les commerces sont fermés, à l'exception des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit, des magasins d'alimentation pour animaux, des pharmacies, des librairies, des stations-service et fournisseurs de carburant combustible, des coiffeurs. Ça, c'était dans un premier temps. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 22 heures. Les livraisons des repas et les repas à emporter sont autorisés. Par rapport aux hôtels, puisqu'on a une question qui est posée spécifiquement aux hôtels, eh bien, les hôtels, à l'exception de leurs restaurants, pouvaient rester ouverts, mais les voyages non essentiels au départ de la Belgique étaient interdits. Il va de soi qu'un hôtel sans touristes perd en tout cas une très grande partie, si pas toute partie de son chiffre d'affaires. S'agissant des bureaux, il faut rappeler les obligations qui leur sont propres. La première obligation, c'était le télétravail. La deuxième obligation, c'était que pour les fonctions qui ne peuvent pas être remplies par télétravail, alors on pouvait aller en entreprise tout en respectant les règles de sécurité, notamment la distanciation physique. Et si ces règles ne pouvaient pas être respectées, alors l'entreprise était obligée de fermer. Que s'est-il passé alors pendant ce confinement et comment est-ce qu'on le qualifie? Eh bien, on le qualifie de fait du prince, c'est-à-dire que c'est bien un arrêté ministériel qui interdisait l'ouverture d'un commerce ou l'exploitation pleine et entière d'un bureau. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en fait, ça n'a pas de conséquences sur l'obligation de payer le loyer ou pas. Pourquoi? Parce que le paiement du loyer, c'est une dette de somme et que les dettes de somme ne peuvent jamais s'éteindre par cas de force majeure. Alors, on a quelques petits tempéraments dans la jurisprudence, mais qui pour le moment restent quand même assez minoritaires. On a par exemple, pour une activité commerciale, on a eu le cas, c'est d'un commerçant qui a eu une récidive d'un cancer, de son cancer, qui n'a du coup plus payé son loyer à son bailleur, et là le juge a admis que c'était un cas de force majeure. On n'a pas non plus du coup de conséquences sur l'obligation de payer les charges. Il faut faire là, c'est une distinction si vous avez des charges réelles ou si vous avez des charges forfaitaires. Pourquoi? Parce que pour les charges forfaitaires, évidemment, si on vous impose, j'invente, 500 € comme paiement de charges forfaitaires, alors qu'en réalité, vos charges réelles sont vraiment réduites à néant puisque votre commerce est fermé, mais il y a une disproportion. Mais ça, on va y revenir plus tard. Il n'y a donc pas eu de force majeure dans votre chef en tant que locataire. Par contre, il y en a une dans le cadre du bailleur. C'est-à-dire que le bailleur, en raison des arrêtés ministériels, n'était plus en mesure d'assurer la libre jouissance de la chose jugée conformément à sa destination. Donc, je m'explique. Le bailleur, je prends le cas du commerce puisque c'est plus simple, doit mettre le commerce à disposition du commerçant pour que celui-ci puisse procéder à la vente. À partir du moment où j'ai un arrêté ministériel qui oblige à fermer le commerce et le magasin et donc à fermer l'établissement, mon commerçant ne peut en fait plus assumer ses charges et il est donc délivré en fait de son obligation de payer le loyer. J'essaie de vulgariser évidemment un peu les choses puisque je me rends bien compte que c'est compliqué et fortement juridique. Mais donc, c'est ce que vous devez retenir. En fait, il n'y a pas de force majeure à invoquer le fait qu'on ne peut pas payer son loyer dans ce cas-ci. La force majeure, c'est le fait que c'est le bailleur qui ne pouvait plus mettre à disposition les lieux loués conformément à leur destination. Et puisque le bailleur n'est plus en mesure de mettre à jouissance le lieu, c'est à ce moment-là que le locataire est en fait, sur le plan purement juridique, déchargé. Alors, ne retenez pas uniquement ce principe, parce que ce principe connaît énormément de tempéraments sur lesquels nous allons revenir plus tard. Mais ça, c'est la base de la réflexion qui est née ici pendant la crise du Covid-19. Alors, quels sont les effets sur le bail? C'est une suspension temporaire ou définitive. En l'occurrence, le premier effet, c'est une suspension temporaire des obligations. Pourquoi? Parce que l'obligation de fermeture, aujourd'hui, elle est levée pour la grande majorité des activités,
Donc, cette force majeure, ce fait du prince, il a eu un terme. La suspension, elle est totale ou partielle. Pourquoi totale ou partielle? Mais parce que s'il est vrai que le commerçant ne pouvait plus utiliser le bien pour sa destination première, c'est-à-dire exercer son activité de commerce, sa marchandise, son mobilier était toujours stocké dans les lieux et certains ont malgré tout continué à exercer une activité, donc par les services de livraison, par les services de takeaway pour ce qui est Horeca. Et c'est là qu'on commence évidemment à voir apparaître les tempéraments à la force majeure liée au bailleur et aux conséquences sur le locataire. Alors plus spécifiquement pour les baux commerciaux, il faut distinguer en fait selon que vous avez un commerce qui était autorisé, selon que vous avez un commerce qui devait obligatoirement être fermé, et selon que vous avez un commerce mixte. Alors, dans les commerces autorisés, on a évidemment tout ce qui est alimentaire. Alimentaire, ça visait aussi les traiteurs, les sandwicheries, les glaciers, s'il n'y avait pas de consommation sur place. Donc, on a beaucoup de traiteurs, sandwicheries et glaciers qui sont restés ouverts et d'autres ont fermé. D'autres ont fermé volontairement. Et donc, la fermeture volontaire d'un commerce qui était autorisé, ben, évidemment, on ne peut pas se prévaloir de la force majeure et du fait qu'on n'a pas pu exploiter son local, puisque l'arrêté ministériel ne l'interdisait pas. C'est une décision qui vient du locataire de dire « Ok, moi, soit je ne me sens pas capable de laisser mon commerce ouvert, soit mon chiffre d'affaires va être tellement faible que finalement je vais travailler à perte et donc je vais fermer, soit une autre raison. Chacun de nous a eu des raisons qui étaient personnelles ou professionnelles et qui ont fait que les activités ont soit diminué, soit se sont arrêtées. Mais donc, si la décision vient bien du locataire, on peut se prévaloir évidemment de rien. Puis, d'une diminution, c'est du volume d'activité. Je prends une sandwicherie qui se situe dans un zoning industriel. Ben, c'est très bien, ils pouvaient ouvrir, mais le problème, c'est que si toutes les entreprises étaient fermées aux alentours, évidemment, son chiffre d'affaires, il a complètement chuté. Mais malgré tout, au niveau, en tout cas, purement théorique, il pouvait ouvrir, il pouvait exercer son activité. Alors, il y a le contexte, évidemment, de la localisation du commerce, mais donc, c'était bien un commerce autorisé et donc, a priori, on pourrait encore soutenir que la force majeure, dans ce cas-ci, ne peut pas s'appliquer. Pour les commerces qui sont obligatoirement fermés, ça paraît évidemment plus évident. Oui, mais comme on l'a déjà évoqué, il y a des tempéraments puisque de nombreux commerçants ont quand même réussi à limiter la casse en procédant à des ventes en ligne ou à des livraisons. Alors, je dis bien limiter la casse parce que c'est sûr que le chiffre d'affaires n'a pas été le même, mais donc il y a quand même eu une certaine activité. Alors, évidemment, il faut voir dans la discussion qui s'en suivrait, c'est de dire, ben, est-ce qu'on a une réduction partielle éventuellement du loyer ou est-ce que je ne peux me prévaloir de rien? Aujourd'hui, il n'y a rien de tranché dans la jurisprudence, évidemment, puisqu'il n'y a encore eu aucun jugement. Quelles sont les conséquences pour les commerces mixtes? Donc, exemple très simple, j'ai un salon de dégustation et à côté de mon salon de dégustation, mais dans le même local, j'ai un comptoir pour la vente de boulangerie-pâtisserie. J'ai décidé de fermer malgré tout, c'est ma décision. En fait, je pouvais continuer de vendre tout ce qui était boulangerie-pâtisserie. La seule chose que je ne pouvais plus faire, c'est autoriser la consommation sur place. Exemple aussi pour les restaurants, takeaway, salles. Donc, il y avait en fait une utilisation partielle qui était possible. Et tout ce qui est utilisation partielle va évidemment venir tempérer le fait qu'on pourrait se prévaloir de la force majeure qui frappait le bailleur pour ne pas payer son loyer. Les bails de bureaux, c'était un peu le même principe, mais avec des règles quand même différentes. C'est-à-dire qu'on a classifié dans tout ce qui était services, les services essentiels et les services non essentiels.
Alors, les services essentiels pouvaient rester ouverts. Donc, c'est par exemple le secteur de la santé, puisqu'on a une question d'un cabinet médical. C'est par exemple les bureaux d'avocats. Nous pouvions rester ouverts et venir travailler sur place. Pour les services, par contre, qui étaient catégorisés comme étant non essentiels, le télétravail était obligatoire. On pouvait quand même y aller si les fonctions ne permettaient pas le télétravail, et sinon, on fermait. Alors, il y a des gros inconvénients à la force majeure et à invoquer la force majeure. D'une part, il n'y a pas d'obligation de renégocier, ni dans le chef du bailleur, ni dans le chef du locataire. Et puis surtout, ce sont des règles supplétives, donc il faut que ce soit prévu par le bail. En principe, il y a la licéité des dérogations qui sont citées et listées dans le bail, il y a une procédure à suivre, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de regarder dans mon bail qu'est-ce qui est prévu. Alors évidemment que le Covid-19 ou événements assimilés, en tout cas nous on n'en connaît pas dans les baux, ça c'est plutôt justement la deuxième partie de l'exposé sur la renégociation. Mais vous avez peut-être des clauses force majeure qui sont soit plus larges, soit plus restrictives, et dont certains d'entre vous pourraient se prévaloir pour obtenir soit une réduction du loyer, soit une suppression, une suspension pure et simple du paiement du loyer pendant la fermeture obligatoire. Les autres tempéraments, donc en dehors évidemment de cette force majeure, eh bien c'est l'abus de droit. Donc je prends par exemple le cas de ma sandwicherie en plein zoning, qui pouvait en fait rester ouverte, mais dont évidemment le chiffre d'affaires a chuté parce que tout alentour était fermé. J'ai pas de chiffre d'affaires, j'arrive pas à payer mon loyer. Position pure et dure du bailleur, vous êtes un commerce autorisé, vous payez l'intégralité de votre loyer. Alors, l'abus de droit, c'est quoi? C'est de dire, en fait, quand on a un contrat synalagmatique comme le bail, il y a un équilibre à respecter entre les parties, entre les obligations et les droits de chacune des parties. Et tout ça doit être exécuté de bonne foi. Et on considère qu'il y a abus de droit lorsque, justement, on n'exécute plus ces obligations de bonne foi, ses droits et ses obligations de bonne foi. L'abus de droit ici, ce serait quoi? Ce serait le bailleur qui adopte une position pure et dure en disant « je me fiche du fait que votre chiffre d'affaires est complètement chuté », alors qu'en fait, le locataire, s'il reste dans l'obligation de devoir payer son loyer, se met dans une situation financière qui est ingérable et qui peut mener, le cas échéant, à la cessation définitive de son activité. Donc, l'abus de droit, ce qui est intéressant ici dans le cadre, surtout c'est de la période post-confinement, il pourra s'appliquer. Donc ici, vous avez pu rouvrir votre activité, vous pouvez retourner dans vos bureaux. Oui, effectivement, mais si votre chiffre d'affaires ne reprend que doucement parce que on constate effectivement que la clientèle hésite encore à retourner dans les commerces ou comme c'était l'une des questions, comme j'ai pu le lire, on vend des robes de mariée, oui, d'accord, mais 90% des mariages sont annulés pour le moment. Effectivement, et donc je ne suis plus en mesure de payer mon loyer, il y aurait un abus de droit dans la part du bailleur de rester catégorique et ferme si, effectivement, il peut y avoir un danger pour la continuité de l'entreprise. Tout ceci reste évidemment éminemment théorique. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas encore d'application concrète puisqu'il n'y a pas encore de jurisprudence sur le Covid-19. Il faut donc manier ceci avec la plus grande prudence. Un autre tempérament qui, là, s'applique directement à vous, c'est les termes et délais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas su payer votre loyer, vous pouvez demander à votre bailleur un délai, un échelonnement du paiement, un report du paiement. Et pour autant que la demande reste raisonnable, le bailleur devrait y accéder. S'il n'y accède pas, on y reviendra plus tard, on peut aller devant le juge de paix. Alors dans le cas présent, donc dans le cas du Covid-19, est-ce qu'on a vraiment un gagnant et un perdant? Nous sommes convaincus que non, il n'y a ni gagnant ni perdant.
Pourquoi? Parce que si le bailleur oblige son locataire à payer intégralement son loyer dans les délais, alors que l'activité est clairement impactée et que le commerçant a besoin de liquidité et que ça mène à la cessation de l'activité, de toute façon, on perd aussi l'intérêt en tant que bailleur. Mais par contre, si je suis locataire et que je dis à mon bailleur, non, je ne paye pas mon loyer pendant 3 mois parce que j'ai plus de liquidité, je ne suis plus en mesure et je garde mon argent pour payer mes fournisseurs, etc. Mais c'est le bailleur qui est impacté. Donc, il faut quand même rester conscient, c'est que dans cette crise, parce qu'on a vu des positions qui sont assez tranchées de part et d'autre, il ne faut pas oublier qu'en réalité, nous sommes tous impactés. Et qu'aucun de nous, donc ni les bailleurs ni les locataires, n'a intérêt à rester dans des situations de blocage. J'ai repris un petit schéma qui a été réalisé par Bessie, vous l'avez peut-être vu circuler sur les réseaux. Bessie a sorti un slogan qui s'appelle « Play fair », une facture impayée et tout le cercle est impacté. C'est pareil ici. Donc, et c'est pareil dans le chef du locataire et du bailleur, évidemment. Alors, comment résoudre ces conflits qui, pour le moment, peuvent opposer certains bailleurs et certains locataires? La première maxime, c'est de se dire, entre braves gens, on peut s'entendre. Donc, c'est essayer de faire preuve d'un peu de bon sens et de pragmatisme et de trouver un accord. D'abord, de trouver un accord entre locataires et bailleurs si on arrive à s'entendre, mais évidemment, les intérêts ne sont pas toujours les mêmes et il y a évidemment parfois des intérêts même sous-jacents qui font qu'on reste dans une situation de blocage. Si vous n'arrivez pas à avoir de dialogue avec votre bailleur et à ouvrir ce dialogue, vous pouvez notamment consulter un notaire. Le notaire a un rôle de médiateur. Donc le notaire peut vous aider à essayer de trouver une solution. Vous pouvez aussi avoir recours à un médiateur agréé, même si à la base, il n'y a pas de clause de médiation dans votre bail. Et notez déjà pour plus tard qu'une clause de médiation est toujours bonne à insérer. L'avantage de la médiation, c'est quoi? C'est que le coût est divisé en deux, puisque le bailleur et le locataire vont ensemble et sur une base volontaire voir un tiers qui va les aider à trouver une solution. Il va les aider à trouver une solution, ça veut bien dire que la solution vient du bailleur et du locataire, elle n'est pas fournie par un tiers. C'est le grand avantage puisque ça évite énormément de frustration. Et on y reviendra par la suite. Cet accord, il doit être homologué par le juge de paix. Ça signifie qu'il doit être légal. Alors, par rapport à un bail, nous, on va revenir uniquement sur tout ce qui est révision du prix, donc tout ce qui est relatif à la révision du prix, à son paiement, etc., sont légaux et donc peuvent être validés à un juge de paix. Attention que dans tout ce qui est baux commerciaux, en particulier, on a des règles qui sont impératives. Pour le bail de bureau, c'est un bail de droit commun, donc c'est plus facile. La troisième solution, c'est nous, c'est l'avocat. Il ne faut pas oublier c'est que l'avocat ne défend pas uniquement une partie contre l'autre, ce n'est pas notre seul job non plus, mais on se rend quand même bien compte que nous ne sommes pas l'option privilégiée puisque dans la conception populaire, entre guillemets, de l'avocature, on va voir un avocat quand on a des problèmes et plutôt dans un sens d'opposition. Il faut quand même savoir, effectivement, c'est que ce n'est pas le cas. On intervient aussi pour essayer de concilier les parties. C'est même la majorité de notre travail. Si on n'arrive pas à trouver un accord, soit qu'on soit allé devant le notaire ou devant le médiateur, ou qu'on ait fait appel à un avocat, on va devant le juge de paix. C'est votre seule solution, c'est de vous référer à un tiers qui va alors trancher en équité, qui va peut-être, par exemple, vous donner des termes et délais. Le problème du juge de paix, c'est quoi? Mais c'est qu'il tranche. Et donc, l'accord, il est dégagé par un tiers. Ça veut dire quoi? Je suis locataire, je demande une réduction de mon loyer de 30%. Mon bailleur dit non, c'est maximum 10%, mais peut-être que mon juge de paix va trancher la poire en deux et va dire ok, ben, c'est une réduction du loyer de 20%. Mon locataire va être frustré parce qu'il voulait 30% et que donc il a quand même 10% en plus à payer. Et mon bailleur va être frustré parce que lui, il était prêt à accepter une réduction de 10% et finalement, il se retrouve avec 20%. C'est pour ça que la médiation,
pour moi, dans le cas de la crise du coronavirus, c'est la meilleure option. Donc, c'est de vous rendre chez un notaire ou un médiateur agréé, mais évidemment de commun accord avec le bailleur. Ça, c'est quelque part, c'est un petit peu ça peut être en tout cas la pierre d'achoppement si l'une des deux parties est réfractaire. Mais pour moi, c'est la meilleure option parce que c'est vraiment l'ouverture du dialogue qui va permettre de résoudre les conflits et d'arriver à trouver des solutions qui sont raisonnables et qui conviennent à tout le monde, qui permettent aussi, et surtout parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que vous allez devoir continuer votre relation avec votre bailleur. Et donc, rester sur un litige avec lui ou sur une frustration qui est liée à la crise du Covid-19, ça va impacter votre relation pour tout le reste de votre bail commercial. Donc, en soi, ce n'est pas souhaitable. Comme le disait Honoré de Balzac, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Il vaut mieux, effectivement, parfois, c'est faire des concessions, d'un côté et de l'autre, évidemment, plutôt que de gagner, entre guillemets, la partie. Un bon procès, pour moi, en fait, il n'y en a pas, parce que de toute façon, dans toute procédure, on perd énormément d'énergie. C'est vraiment voilà, n'importe quelle procédure va vous miner le moral parce que c'est stressant, c'est malgré tout une relation, enfin une position qui est conflictuelle. On se bat entre guillemets contre quelqu'un et donc c'est pas du tout constructif, c'est plutôt destructeur. Et puis surtout, aujourd'hui, avons-nous encore le luxe de pouvoir nous permettre d'aller en procédure alors qu'il faut solutionner des problèmes beaucoup plus urgents qui sont notamment la reprise de l'activité et la production de liquidités. Alors, c'est peut-être le moment, lorsque vous vous arrangez pour le paiement de vos loyers pendant la période de fermeture en tout cas, mais c'est de renégocier le bail. Évidemment, ça nécessite que le bailleur y soit ouvert. Sur quoi porterait une renégociation du bail? Nous, on va s'arrêter au loyer et aux charges. Alors, les charges, c'est surtout intéressant pour les charges forfaitaires. Pourquoi? Parce que, c'est évident, vous êtes fermé, vous êtes une vente au détail de vêtements, vous avez fermé ici, on va dire avril-mai. Clairement, vous n'avez consommé quasiment pas d'électricité, voire pas du tout. Donc, par exemple, ce point-là, il est réduit à zéro. Vous demandez de payer 100% de votre électricité alors que vous n'en avez pas consommé, c'est un abus de droit. Enfin, en tout cas, à mon estime, c'est un abus de droit. On verra ce qu'en pensent les juges, mais il faut, je pense, pas abuser de sa position de bailleur. Donc là, il y a peut-être aussi des choses à recadrer, surtout qu'au niveau des charges, mais finalement, ça peut quand même faire quelques centaines d'euros qui peuvent être récupérés. Alors, au niveau du type de clause, on peut avoir une clause de révision du prix du loyer. C'est-à-dire qu'on pourrait profiter du Covid-19 pour revoir le loyer que vous devez payer mensuellement. Comment est-ce qu'on peut revoir ça? On peut revoir le prix du loyer pendant une période temporaire avec donc une limite de temps qui serait fixée contractuellement. Ce serait par exemple de dire, en cas de force majeure telle que Covid-19, eh bien, pendant 3 mois, moi, bailleur, je libère mon locataire du paiement du prix du loyer. Ça peut être une réduction du prix du loyer avec une augmentation progressive en fonction de l'évolution de la situation. Je prends un exemple. Avril-mai, mon locataire me paye 30% de mon loyer. Juin à septembre, il me paye 60%. Ensuite, on passe à 80%. Et le 1er janvier, on revient à 100%. Donc, c'est quelque part une reprise progressive du loyer en fonction de la reprise progressive de l'activité et de la rehausse progressive du chiffre d'affaires. On peut aussi se fixer le prix en fonction de l'occupation réelle des lieux. Ça, c'est pour les bureaux surtout, mais c'est en raison des règles de distanciation physique. Si vous avez un plan paysager, un paysager dans lequel tout le monde est entassé et finalement vous avez la possibilité aujourd'hui de faire venir un employé sur 4, vos bureaux évidemment deviennent un petit peu sous-utilisés, n'est-ce pas?
Et donc là, ça pose aussi des difficultés et des questions sur la possibilité de renégocier les prix. À voir, évidemment, avec le bailleur. On a toujours aussi cette obligation de télétravail partiel qui reste là et qui va rester encore un petit temps et qui, du coup, impacte évidemment l'occupation réelle et effective des lieux. Alors, on peut insérer, c'est une clause de révision du paiement du loyer. Donc là, c'est une exonération totale ou partielle. Donc, c'est de dire, ben, pendant X temps, je vais suspendre la moitié du paiement, ou c'est de dire, on peut modaliser dans le temps en disant, ben, OK, avril-mai ne sont pas dus maintenant, mais on va répartir ensuite ces loyers-là sur les 6 mois restants. Donc ça, c'est l'étalement automatique qu'on voit déjà et qu'on peut déjà aussi lire à travers les accords qui interviennent entre bailleurs et locataires. Et puis, on peut avoir des clauses mixtes. C'est de dire, ben voilà, il y a un cas de force majeure, vous avez une exonération partielle du loyer, donc vous me payez 50%. Et puis ensuite, on va revoir le loyer sur une période donnée pour quelque part récupérer la somme qui aura été consentie temporairement et revenir à une situation saine. Alors quand je dis saine, c'est à l'équilibre parfait par rapport au bail initial, de dire que mon loyer mensuel est de 1 000 €. On va dire, eh bien, vous me donnez d'abord 500 € pendant 2 mois, mais l'autre moitié que je vous demande, enfin que je vous autorise à ne pas me payer, je vous demande alors de me la payer et de m'étaler sur les 5 mois suivants. Voilà, ça on pourrait le voir, on pourrait le convenir et tout est possible, tout est négociable. Alors, quand est-ce que je peux négocier une clause qu'on appelle donc en interne ici une clause Covid-19? Mais pour les baux courts, ça peut être un avenant bail. Il n'y a pas d'obligation de négocier. Réserve, c'est l'abus de droit, donc sur ce qu'on a déjà dit, où c'est le bailleur qui à ce moment-là exagérerait en demandant un paiement immédiat et intégral du loyer, alors que financièrement, ce n'est pas raisonnable et possible de le faire. On peut négocier des nouvelles clauses dans le cadre du renouvellement du bail et puis évidemment au moment de la conclusion d'un nouveau bail. Alors le fait générateur d'une clause Covid, ben, c'est évidemment la force majeure, hein, puisque c'est la situation que nous connaissons aujourd'hui, en ce compris donc le fait du prince. Et on peut aussi avoir un champ plus large. Donc on peut avoir l'imprévision qui pourrait être insérée dans cette clause. Par exemple, je suis malade, donc par exemple le cas de ce commerçant qui a une récidive de son cancer, eh bien en fait, ça aurait pu faire l'objet d'une clause directement dans le bail, de dire voilà, je suis malade, je suis absolument dans l'impossibilité d'exercer mon activité. Est-ce que mon bailleur, qui est supposé être mon partenaire, va m'aider? Oui, il le peut, et on peut convenir de cela ensemble, convenir alors des modalités et le coucher dans le bail. Voilà, donc on en a fini pour ce qui est du volet théorique, et donc j'espère qu'on a quand même déjà pu aider un certain nombre d'entre vous. Et donc je vais repasser la main à Catherine pour les questions auxquelles il n'a pas encore été répondu, soit volontairement parce que ça ne s'insérait pas dans la présentation et les slides, et donc on avait déjà prévu de vous répondre oralement ensuite, soit parce que vous avez posé de nouvelles questions ici durant la présentation. Je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre écoute. C'est sans doute pas toujours facile parce que ça reste technique, et donc j'espère avoir suffisamment vulgarisé les choses pour que vous ayez pu avoir une compréhension facile et aisée de tout ce blabla de juriste. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si ça n'a pas été suffisamment clair, ou si vous avez un cas un peu plus particulier à poser, on essaiera évidemment d'y répondre dans le présent webinaire. Merci. Merci Aurélie.
Mais je vais te poser une première question. Donc ici, on a le cas par exemple, si un locataire voilà, propose de renégocier le bail, mais que le bailleur refuse, est-ce que ce bailleur peut à son tour décider de rompre le bail? Alors, s'il veut rompre le bail, il va devoir aller devant le juge de paix pour casser le bail. Et donc, effectivement, on va avoir toute une série de positions tranchées de la part de l'un ou de l'autre, mais malheureusement, toutes ces positions tranchées, elles vont mener à des procédures. Et donc, on va avoir des requêtes devant le juge de paix, et puis c'est le juge de paix qui tranchera. Alors, à savoir que quelque part, on peut toujours résilier un contrat et il pourra toujours être mis un terme à un contrat, mais évidemment, ça ne pourra pas se faire sans conséquence. Donc, des dédommagements sont certainement prévus dans le bail commercial. Et donc là, il faut d'abord analyser le bail, il faut voir où on en est dans le bail, donc où en est le terme du bail, quelles sont les conditions de résiliation du bail, la procédure éventuellement à suivre, etc. Donc ça, c'est une question qui s'analyse au cas par cas. Alors, je vais revenir sur un point parce qu'il y a eu plusieurs questions à ce sujet, même si ça a été abordé durant ta présentation. Donc, un propriétaire qui empêche l'accès à un local, est-ce que le bailleur peut, comme je disais, empêcher l'accès au local à la fois pour un bureau ou pour un commerce? Alors effectivement, on avait bien lu que deux questions en ce sens-là avaient été posées. Le bailleur qui changerait les serrures ou qui désactiverait les cartes d'accès ou les codes d'accès d'un locataire commet une voie de fait. Et donc là, il faut introduire une requête devant le juge de paix sans délai. Mais donc le bailleur n'a pas le droit d'empêcher l'accès aux locaux. D'accord, et j'en profite pour glisser une question qui était venue par un autre canal. C'était la question d'un commerce alimentaire qui se trouvait par exemple dans une galerie. Le propriétaire a décidé de fermer complètement la galerie. Or, le commerce alimentaire pouvait continuer son activité. Quelles sont les possibilités dans ce cas-là? Voilà, mais ça, c'est des cas hyper particuliers, évidemment, et à la fois qui se posent énormément, puisqu'effectivement, toutes les galeries commerciales, en tout cas, dont j'ai entendu parler, ont fermé, et ont fermé sur base d'une décision du gestionnaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les commerces alimentaires, eux, pouvaient rester ouverts, mais à partir du moment où tous les autres commerces étaient fermés, ça devient difficile en termes notamment aussi de responsabilité, d'autoriser l'accès à quelques commerces situés au sein de la galerie. Donc effectivement, toutes ces galeries ont fermé et d'expérience, les propriétaires se sont quand même montrés raisonnables en exonérant alors les commerçants alimentaires de loyer. Mais si tel ne devait pas être le cas, à ce moment-là, mais c'est un peu effectivement la même question. C'est à ce moment-là, c'est le propriétaire qui empêche l'accès au commerce. Et donc, se poserait alors effectivement la question du paiement du loyer, mais aussi peut-être même dans un sens plus large. Donc ça, c'est à examiner aussi au cas par cas, en fonction aussi notamment, je pense à la localisation, par exemple, du commerce dans la galerie commerciale, s'il y a un accès vers l'extérieur, pas d'accès vers l'extérieur, etc. Merci. Une personne qui possède plusieurs établissements Horeca, le bailleur a été très ferme et a demandé de payer la totalité des loyers et des charges, alors que l'établissement était fermé. Est-ce qu'il est encore possible, a posteriori, de renégocier ces conditions, d'éventuellement récupérer les loyers déjà payés, ou en tout cas d'avoir des réductions? Donc, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été payé ou est-ce qu'on peut uniquement agir sur ce qui est à venir? Donc, si je comprends bien, c'est le cas du locataire qui a payé son loyer, qui a donc rempli son obligation, alors que quelque part, il pouvait en tout cas essayer de se prévaloir d'une exonération partielle du prix du loyer.
quand on se prévoit d'une force majeure, il faut l'invoquer directement. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une piste de réflexion en se disant j'ai payé mon loyer alors que quelque part, en raison du fait du prince, ben, je n'y étais pas tenue, ou en tout cas pas totalement. Aujourd'hui, je suis dans une situation financièrement compliquée parce que je me suis montrée plus que conciliant. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de droit à ce moment-là dans le chef de mon bailleur de ne pas m'aider aussi à redresser la barre? À nouveau, le bail, il ne faut pas le voir comme étant une opposition entre le bailleur et le locataire. Surtout un bail commercial, il faut le voir comme un partenariat entre deux personnes. Et donc là, il y a certainement, en tout cas, une initiative à entreprendre auprès du bailleur et avoir effectivement au niveau des modalités pratiques maintenant, comment je peux faire. Il ne faut pas oublier, c'est que par exemple, aujourd'hui, l'ORECA a rouvert, mais en raison des règles de distanciation sociale, on sait qu'un certain nombre de tables vont être condamnées, en tout cas provisoirement, et que potentiellement, et même sûrement pour beaucoup, le chiffre d'affaires va être encore impacté. Donc, c'est sûr que c'est pour ça, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est pas encore tellement de penser au passé. Maintenant, il faut penser aussi, et surtout, c'est à l'avenir. C'est comment je fais pour essayer de m'en sortir et de trouver des solutions qui me permettent de m'en sortir, alors que les conditions actuelles ne sont toujours pas optimales et m'empêchent parfois d'exercer pleinement mon activité, et pleinement, j'entends, avant la crise Covid-19. Donc, c'est jouable. Moi, je pense qu'il y a en tout cas quelque chose qui est jouable. Ouais. Il faut voir quelle marge de manœuvre on pourrait avoir. En fonction notamment, ben, c'est des conditions du bail. Hein. C'est toujours le même problème en matière de bail. Ici, on vous répond de manière théorique sur des questions où on essaye de vous offrir des pistes de réflexion pour que vous puissiez essayer de vous en sortir. Mais malgré tout, vous avez un document écrit signé par les deux parties qui vous lie. Et donc, il faut voir avec ce document ce que l'on peut faire ou pas au regard donc, du droit et de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Voilà. Merci Aurélie. Encore une question, ça va toujours un peu dans le même sens, mais comme c'est des thèmes complexes, je pense que ça vaut la peine de parfois répéter les choses. Ici, un locataire qui a décidé unilatéralement, depuis le début de la crise, de ne payer qu'une partie du loyer, est-ce qu'il a en droit de le faire? Ben alors, à nouveau, donc il faut déjà voir quelle est l'activité du locataire. Mais si je prends un commerce qui était, je vais prendre un cas simple, un commerce qui était obligatoirement fermé et qui a exercé une activité partielle, pourrait se prévaloir effectivement du fait qu'il devait être fermé. Donc c'est le bailleur qui n'était plus à même de mettre le local à disposition conformément à sa destination. Malgré tout, le locataire en a tiré un certain avantage, un certain bénéfice en limitant la casse. Effectivement, il y a un loyer partiel, mais ça, c'est aussi du cas par cas. En fait, tout ça, ce sont des tempéraments qui vont devoir s'examiner vraiment particulièrement parce que ça va dépendre de l'activité qui a pu être réalisée par rapport à la généralité de l'activité, c'est-à-dire à l'activité normale en fait du commerçant et puis à ce qui a pu être fait pendant la période de confinement. L'une des solutions, c'est de voir aussi le chiffre d'affaires et c'est de se dire qu'on a une partie du loyer qui est considérée comme étant fixe. Et puis, on a une partie du loyer qu'on va essayer de tempérer en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le commerçant. Et donc là, on pourrait effectivement, donc par rapport au loyer partiel payé, le commerçant, sur une base volontaire et de transparence, démontre au propriétaire qu'il a été impacté à telle hauteur, et puis on essaie de trouver entre parties un arrangement, sachant aussi, dans le chef du bailleur, il ne faut pas non plus, là je vais me faire beaucoup d'ennemis parmi les locataires, mais il ne faut pas non plus tout accepter de la part du bailleur, c'est-à-dire
soit un paiement partiel mais arrêté unilatéralement par le locataire et qui ne convient pas au bailleur, ou aucun paiement du tout, et que le bailleur se retrouve dans une situation financièrement ingérable. Parce qu'il ne faut pas oublier que le commerçant doit sauver son activité, mais s'il sauve son activité et qu'il ne sauve pas le local dans lequel il l'exerce, son activité sera de toute façon aussi impactée. Et donc, à nouveau, il ne faut jamais perdre de vue que, et surtout dans cette crise-ci, on n'est pas face à une partie d'un côté, une partie de l'autre, mais bien à un partenariat. Voilà, donc réponse d'avocat. Je réponds, mais je ne réponds pas, parce qu'effectivement, voilà, il faut voir le cas d'espèce, quel était le type de commerce déjà dans lequel l'activité était exercée, ce qu'a pu faire le commerçant, le prix qu'il a retenu, et voir si tout ça est proportionnel ou si ça constitue un abus de droit. Voilà, on revient aussi dans le cas de l'abus de droit dans le chef du locataire, si effectivement il exagère dans ses prétentions. Hein. Et donc, pour rappeler, dans tes slides, tu as indiqué les pistes. Donc, si j'ai bien retenu, c'est d'abord privilégier un accord à l'amiable. Si c'est pas possible, un médiateur agréé, enfin le notaire un médiateur agréé. Voilà. Donc ça, c'est les pistes de solution si vous avez vraiment des cas particuliers et des situations où vous ne trouvez pas d'arrangement à l'amiable. Alors, oui, est-ce que je peux me permettre de... Oui, excuse-moi, je t'en prie. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'abord ensemble, et puis si aucune des deux parties n'arrive à ouvrir un dialogue constructif, ou si l'une des deux parties est vraiment opposée au dialogue constructif, c'est essayer d'aller voir un tiers. Alors, vous avez tout de suite compris, du coup, c'est où est le bémol. Si je suis si je campe sur une position qui est tranchée, vais-je aller voir un notaire ou un médiateur pour essayer de trouver une solution avec mon bailleur? Ce n'est pas forcément des choses qui vont être évidentes. Hein. Donc, il faut d'abord ouvrir un dialogue et pouvoir ouvrir un dialogue. Et malheureusement, à nouveau, si on est face à une position qui est absolue, mais malheureusement, il y a des litiges qui vont se retrouver devant le juge de paix. Donc voilà, Catherine, je te rends la parole. Merci Aurélie. Je prends connaissance des toutes dernières questions, donc un petit instant. On avait le cas aussi de l'école de tango qui demandait de résilier. Hein. Alors, à nouveau, ça c'est le principe de la résiliation du bail, mais attention, que si on veut résilier un bail, c'est parce qu'on arrête aussi son activité. Alors, il ne va pas être question ici, c'est de dire je résilie mon bail parce que ça m'arrange provisoirement, et dans 3 mois, je reloue ailleurs ou je reviens voir même mon bailleur. Donc oui, c'est possible, mais ça veut dire qu'on arrête vraiment son activité et à voir si aujourd'hui, on est toujours dans cette situation-là. Donc, c'est vrai qu'une école de danse, c'est particulier puisqu'il y a un contact physique. Les sports physiques, les sports avec contact physique ne seront a priori autorisés que le 1er juillet. Donc, on peut se dire ici que c'est que l'arrêt de l'activité, il est aussi temporaire. Et donc, on n'est pas dans un cas de force majeure totale qui entraîne la dissolution du contrat. On est dans un cas de force majeure temporaire qui provoque, qui a pour conséquence la suspension temporaire des obligations. Voilà, je ne sais pas, Catherine, si tu as encore une autre question auquel on a pensé. On commence à avoir fait le tour des points principaux. Il y a quand même quelques questions, je me permets quand même de les aborder. Ça ne concerne pas vraiment les baux en cours, mais plutôt les nouveaux baux en cours de signature. J'ai quand même eu quelques questions. Voilà, juste si tu peux y répondre en quelques mots de manière très générale. Quelque part, qu'est-ce qu'on peut négocier quand on signe un bail? Est-ce que tout est négociable?
comme le montant de la garantie, de prévoir effectivement déjà une clause de révision de loyer, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut négocier et à partir de quand ça prend effet? Est-ce qu'il faut que le bail soit signé ou est-ce qu'à partir du moment qu'on fait une offre, c'est déjà valable? Donc, il y a deux points. Qu'est-ce qui est négociable dans un nouveau contrat de bail et faut-il que le bail soit signé ou est-ce qu'il y a d'autres conditions pour que ça prenne effet? Alors, tout n'est pas négociable parce que il y a quand même un certain nombre de dispositions donc pour le bail commercial qui sont impératives, mais beaucoup de choses sont négociables malgré tout, et donc notamment effectivement le prix ou la possibilité de révision du prix. Donc, ceci, c'est dans le même cadre que ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et nous, quand on réfléchit à des clauses Covid, hein, puisque je vous ai dit, c'est comme ça qu'on les appelle ici, en interne, quand on réfléchit à une clause Covid, c'est évidemment dans le cadre d'un renouvellement ou dans le cadre d'un nouveau bail, plus que dans le cadre d'un bail actuel. Dans le bail actuel, on va essayer de gérer la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais on ne va pas nécessairement vouloir aller plus loin. Dans le cadre d'un nouveau bail, aujourd'hui, il faut se poser la question. Donc, ce n'est même pas une possibilité dans le chef du bailleur et du locataire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un repositionnement à avoir et il faut absolument penser, c'est à demain, parce qu'on ne sait pas et on ne sait plus de quoi sera fait demain. On ne sait pas si on va vers une deuxième vague qui va à nouveau obliger à la fermeture ou au télétravail. Et donc, il faut pouvoir anticiper au maximum les difficultés qui pourraient être encore rencontrées à l'avenir, parce que de cette manière, eh bien, on sait aussi clairement à quoi on s'engage, tant dans le chef du bailleur que du locataire. Donc, si on prévoit une clause Covid qui me dit, OK, pendant 3 mois, vous ne payez pas votre loyer et ensuite on reprend le loyer à 100%, ou pendant 3 mois, vous ne payez pas et puis on reprend progressivement, ou vous ne payez pas et puis on étale en fait les paiements, enfin, le montant des 3 loyers qui n'ont pas été payés, on l'étale sur les 6, 9, 12 mois suivants. Si tout ça est déjà prévu dans le bail, mais chacun sait aussi à quoi il s'engage. Et donc, ça veut dire que tant le bailleur que le locataire peuvent aussi prévoir des réserves, entre guillemets, pour pouvoir affronter cette situation plus tard. Donc ça, c'est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, il faut négocier ce genre de clause, il faut essayer de prévoir dans un maximum de contrats ce genre de clause, et certainement quand on commence un bail. Et ça, je le dis, je le répète, c'est vraiment dans l'intérêt des deux parties, tant le bailleur que le locataire. Donc oui, pour ceux et celles qui vont conclure un bail maintenant, ou qui viennent de le conclure, mais pour ceux qui vont le conclure, c'est peut-être un peu plus facile puisqu'il y a encore une marge de négociation, il n'y a encore rien de signé. Pour ceux qui viennent de le conclure, mais de toute façon, je vous invite, c'est à entreprendre les démarches auprès de votre bailleur ou de votre locataire pour déjà anticiper les choses. Et tant mieux si finalement ces clauses Covid ne seront jamais appliquées dans la pratique, hein. On n'a pas dit qu'elles devaient s'appliquer, on a dit qu'il faut les prévoir. Et moi, je pense qu'il faut même aller plus loin parce que la crise du Covid-19, c'est une chose, mais pour le moment, en tout cas, ça reste un élément qui reste ponctuel. Mais il y a des événements dans la vie qui peuvent être beaucoup plus impactants. Je repense à ce commerçant qui a une récidive de son cancer. Vous pouvez avoir des traitements qui sont lourds. Eh bien, il faut le prévoir. Il faut le prévoir. Il ne faut pas se dire, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a vu durant cette crise, c'est qu'on pense trop avoir le contrôle sur la vie et on pense trop avoir le contrôle sur les choses. Et c'est peut-être mon côté fataliste, mais il faut toujours pouvoir anticiper un maximum d'événements qui pourraient survenir. Voilà. Et donc oui, prévoyez des clauses. Alors, prévoyez des clauses qui sont bien libellées pour que justement elles ne prêtent pas sujet à interprétation et assurez-vous qu'elles soient bien comprises tant dans le chef du bailleur que du locataire, mais prévoyez-les. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense. Voilà, il y a encore des questions, mais qui sont un peu hors sujet, et donc malheureusement, on ne peut pas rentrer dans le cas par cas.
Donc pour rappel, le 18-19, on peut toujours voilà, prendre vos appels, essayer de répondre à vos questions ou vous orienter vers des spécialistes. Et quand ça concerne le juridique, ben, c'est vrai que généralement, on va assez vite vous orienter vers des spécialistes. Et donc, en cas de difficulté, sachez qu'il existe également à Bruxelles un accompagnement d'urgence qui a été mis en place pour les entreprises qui rencontrent des difficultés. Donc notamment au niveau juridique. Donc là, de nouveau, contactez le 18-19. Il y a un formulaire à compléter si vous souhaitez solliciter cet accompagnement. Ça, c'est déjà une première chose. Et le service est gratuit. Et pour le reste, je pense qu'Aurélie, aujourd'hui, a déjà répondu à pas mal de questions et je l'en remercie énormément. Voilà, je ne vois plus de nouvelles questions arriver et comme je le disais, je pense qu'on a déjà fait un beau tour d'horizon. L'idée ici, c'était évidemment de vous donner les grandes lignes et voilà, pas nécessairement de répondre en détail à vos cas particuliers parce que voilà, ben voilà, chaque cas est unique et ça demande d'aller plus loin. Mais je vous remercie en tout cas de votre participation et peut-être à bientôt. Bon courage en tout cas pour la suite. Oui, bon courage à tous. Surtout, je pense que c'est le mot d'ordre, effectivement. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. C'est bon courage et bonne chance. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Encore merci, à bientôt.